Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Manon Saillard, chargée de communication et projet pour HEI Alumni. Je n'ai pas fait HEI, je ne suis pas de l'école, je ne suis pas diplômée, mais j'organise tous les événements, enfin avec Marie et Agathe bien sûr, événements et je gère le site internet, du coup les réseaux sociaux, etc. pour HEI et pour que vous vous retrouviez tous ensemble dans des moments comme ce soir. Ce soir, c'est du coup un apéro at home. On a lancé ce format pendant le confinement, donc pour garder le lien entre les diplômés qui étaient confinés. On trouvait ça sympa de parler des passions, etc., des diplômés, des choses un petit peu moins formelles que des conférences ou choses qu'on pouvait subir, entre guillemets, pendant le confinement, les conférences qui duraient 3 heures en visio. Donc là, c'est un moment un peu plus convivial. Voilà, donc un apéro. C'est dans le titre. J'espère que vous avez tous votre verre et qu'on pourra trinquer tous ensemble. Donc voilà. Et ce soir, on va parler du coup de voitures anciennes et Sussex avec Christophe Dupont. Mais avant ça, on va faire peut-être un petit tour de table pour que vous vous présentiez aussi et qu'on sache qui on a en face de nous. Donc, je propose que vous dites au moins nom, prénom, promo, qu'on puisse situer un petit peu. Et puis ensuite, on donnera la main à Christophe. Alors, je vais peut-être commencer. Alors, Philippe Cosseron, Françoise Cosseron, promo 80, tous les deux. tous les deux. Voilà. Ok. Et vous avez une attirance particulière pour les voitures anciennes, le Sussex ou Alors, on est d'attirance particulière pour les deux. À la fois les voitures anciennes parce qu'on est collectionneur et le Sussex parce qu'on s'est pas mal baladé en Angleterre et ailleurs avec des voitures anciennes. Voilà. Ok, bah, parfait. Je vais être très intimidé alors, Philippe. Parce que... Pardon? Non, mais ça m'intéresse intimidé. ton expérience. Parce que... Ah ben, ouais, ça va être intéressant. Donc, qui veut prendre la suite? Eric, tu es en mute, attention. Ouais, si quelqu'un, je sais pas, Emmanuel, je vois que ton micro n'est pas coupé, si tu veux bien te présenter. Ouais, donc moi c'est Emmanuel Diers, je suis de la promo 1998 et je suis en Normandie et j'adore les voitures. Ok, très bien, c'est clair. Anciennes et pas anciennes. Ok, très bien. Donc Eric, c'est à ton tour. Et donc Eric Forêt, je suis 90 GI, je travaille chez Taos, j'ai été directeur d'établissement. Et actuellement, je suis directeur de projet transverse, plutôt RSE. Et puis voilà, on habite au Touquet, donc il y a pas mal de voitures anciennes au Touquet, et on garde pour en acheter éventuellement. Ok, parfait. Tito, je sais pas si oui, donc je me présente, Sid Perrodo, je suis de la promo 2023. Oui. Oui, je suis encore étudiant à HEI du coup. Voilà. Et je suis assez passionné par les voitures en général. C'est pas totalement mon domaine, les très anciennes, mais ça m'intéresse aussi, donc je me joins à vous pour ça. Très bien, parfait. Paul, si ton micro est coupé, mais si tu peux Oui, présenter. bonjour à tous. Du coup, je suis donc Paul Marten de la promo 2020, donc fraîchement diplômé. Et voilà, je suis passionné par les anciennes voitures et surtout les vieilles MG. Voilà. Ok, parfait. Pierre-Alain qui vient de nous rejoindre. Ouais, Pierre-Alain qui vient de nous rejoindre. Bon, pour info, on est en train de faire un petit tour de table. Si tu peux juste te présenter, promo, nom, prénom, enfin classique. Et pourquoi tu t'es inscrit ce soir? Ce qui t'intéresse? Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, ça va. Ça sature un petit peu, mais on t'entend. Parce que pour le coup, je suis en déplacement, je suis dans un TGV qui m'emmène de Paris à Marignane, donc c'est un peu compliqué, mais voilà, j'avais un sujet qui m'intéressait aussi, donc je me suis connecté à promo 2006, génie électrique. Voilà. Et écoutez, bonsoir à tous. Bonsoir. Bah, du coup, tout le monde a fait le tour. Mais s'il y a des participants qui arrivent en cours de route, Christophe, tu pourras les admettre au fur et à mesure. Je te laisse du coup prendre la main et te lancer sur le sujet. Voilà. Te présenter peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas. Moi, je suis promo 79 et à la retraite depuis 2 mois.
Et donc, comme je me considère pas comme un collectionneur, pardon, mais j'ai une voiture ancienne. Et je vais souvent me balader dans le sud de l'Angleterre. Et donc, ça me paraissait intéressant de partager cette passion avec vous. Donc, j'ai préparé quelques photos, parce que c'est plus marrant. Et je vais essayer de partager mon écran. Vous me dites si ça marche. Paf. Ça fonctionne. Ça Ouais, marche? ça fonctionne. Ça fonctionne, ouais. Super. Bon, et puis n'hésitez pas à m'interrompre. Le but, c'est de partager. Donc, le sujet, c'était voiture ancienne et Sussex, parce que par la voiture ancienne, on a découvert le Sussex et notre passion, c'est d'aller visiter les jardins dans le Sussex et dans le Kent. Donc, c'est quelque chose que je voudrais vous faire partager. Et puis, si ça vous dit, et si vous voulez d'autres filons, on pourra après travailler en off. Pour les voitures anciennes, j'en parlerai aussi, bien sûr. Alors, pourquoi avoir une voiture ancienne? Parce qu'on aime ça, qu'on trouve ça beau, évidemment, parce que on a envie de rouler différemment avec des amis. Ça permet aussi de faire des rencontres. Il y a pas mal de rallyes qui sont organisés, soit monotypes, soit variés, pour mettre les mains dans le cambouis, parce que si on a une voiture ancienne, c'est souvent nécessaire. Et puis éventuellement pour investir, parce que c'est a priori des valeurs qui montent. Personnellement, alors dans les collectionneurs, il y a des gens qui ont des collections pour les exposer, puis il y a comme généralement beaucoup de gens qui roulent. Et moi, ce que j'aime, c'est rouler. Je trouve qu'une voiture, c'est fait pour rouler. Donc, en bas, vous avez ma MG, c'est une MGB, on va en parler après si ça t'intéresse. C'est une voiture de 1970. Et à côté, il y a celle de mon fils. Alors, ce qui est intéressant dans les voitures anciennes, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Alors, alors j'ai essayé de représenter quelques typologies, parce que la caractéristique des gens qui ont une voiture ancienne, c'est que bien entendu, la catégorie qu'ils ont retenue, c'est la seule vraie et la seule bonne. Et donc, il y a des gens qui ne jurent que par Porsche. Il y a des gens qui ne jurent que par les américaines. Alors ça, c'est vraiment une typologie de personnes. On rencontre peu les gens qui aiment les américaines. Enfin, moi, je suis dans les anglaises, mais les gens des américaines, c'est souvent des gens un peu qui vivent entre américaines. C'est comme les Harley Davidson, c'est un peu particulier. Après, il y a les gens qui aiment les italiennes. Il y a des gens qui aiment les voitures populaires. Donc, il y a quand même beaucoup de groupes de gens qui ont des voitures populaires, de la Renault 4 à la Ronde, les frégates, les vieilles Renault, les vieilles Peugeot, etc. Bon, il y a les Anglais, je les ai mis au milieu, parce que pour moi, c'est quand même un peu le sommet. Il y a aussi les gens qui sont amateurs de voitures d'avant-guerre. Alors là, c'est plus compliqué, parce que pour rouler, c'est à mon avis un peu plus difficile. Mais on en voit parfois. Et c'est souvent des voitures, comme forcément ce sont des voitures plus rares, forcément, c'est souvent des voitures chères, mais pas toujours. C'est assez curieux de voir on trouve des MG d'avant-guerre, par exemple, ou même des voitures moi je ne connais pas le nom, parce que je ne suis pas tout spécialiste, mais qui en fait, ne sont pas très coûteuses. Aussi, je pense, parce que le marché est moins demandé. Après, il y a les françaises. Bon, la France a eu de très belles, a fait de très belles voitures dans le temps. Là, c'est une Facel Vega. Après, il y a les amateurs de voitures inaccessibles. Bon, là, c'est une Ferrari 250 GTO. Alors, comme ceux qui sont amateurs de musique le reconnaîtront peut-être, mais c'est Nick Mason qui est le batteur du Pink Floyd, qui est grand amateur de voitures. Dans la voiture qu'il a, ça vaut 36 millions d'euros. Et pour l'anecdote, comme il fait des courses, ce monsieur, là, il en a une qui est une 250 pas GTO, mais qu'il a équipée GTO, comme ça il peut courir avec. Bon, elle ne va que de 3 millions d'euros, celle-là. Donc, ça évite de casser celle qui est trop chère. Donc, c'est aussi une autre manière d'aborder les voitures anciennes, mais c'est particulier. Et puis, il y a ce qu'on appelle les old-timers. C'est généralement des voitures qui ont moins de 20 ans. Et il y a aussi beaucoup de groupes, notamment autour des cabriolets et autour des voitures de sport. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une voiture est de collection ou intéresse les gens? En dehors des populaires, je dirais qu'il y a le fait qu'on retrouve comme les voitures de sport, les voitures qui
du temps où elles étaient vendues étaient déjà des voitures un peu particulières ou un peu exceptionnelles. Bon, vous avez devant vous au milieu une type E, la type E, même quand elle était vendue, était une voiture assez exceptionnelle. Il y a aussi la question des séries. Bon, par exemple, dans les italiennes, vous allez retrouver des Lancia, mais sur certains types, parce qu'il y a eu des séries très courtes, c'est des voitures qui sont recherchées. Donc, les critères qui font que la voiture est recherchée est très variable. Et si vous regardez une Porsche, ça, si je ne me trompe pas, c'est la deuxième série, mais les Porsche récentes, une Porsche récente qui a, mettons, 5-6 ans, ça coûte beaucoup moins cher qu'une ancienne. Et par contre, dans une Porsche qui a 10 ans coûte plus cher qu'une Porsche qui a 15 ans parce qu'il y a une série qui est mal aimée. Alors, on ne sait pas pourquoi. Si on sait pourquoi, c'est parce que Porsche faisait des voitures à refroidissement par air et puis est passé au refroidissement par eau. Et les premières refroidissements par eau sont des mal aimés. Mais bon, c'est des voitures qui vont monter après dans les cotes quand même. Il y a Pierre-Alain qui demande si ce n'est pas plutôt les Youngtimers. Pardon, oui, bien vu, désolé. Excuse-moi. Et sur l'histoire des Porsche, la 996 à laquelle tu fais référence, effectivement, c'est la première à refroidissement à eau. Elle est aussi un petit peu mal aimée parce qu'au niveau des optiques, Porsche a eu l'erreur de lui dessiner sur cette 911 les optiques quasiment identiques au Boxer. Et c'est une hérésie pour un Porschiste. Le Boxer, on appelle ça la Porsche du pauvre. Donc c'est aussi pour ça qu'elle est un peu mal aimée, c'est qu'elle a des optiques qui ne sont pas ronds sur cette série-là. Alors que pour le coup, ce véhicule, qui est un véhicule que je possède, c'est le meilleur investissement, prix plaisir. À mon avis, oui, je suis d'accord. Et en plus, de toute façon, à mon avis, d'ici 10 ans, elle va probablement rejoindre les autres, à mon avis. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Alors, combien coûte une voiture? Bon, on a tendance à dire, et bon, vous êtes tous amateurs, donc ça vous étonnera moins, mais on a tendance à considérer que c'est un loisir de luxe. Bon, pas forcément. Hein. Si je suis amateur de voitures populaires et que j'achète une Diane, bon, ça va me coûter 3 400 €, c'est gérable. Hein. Donc là, j'ai pris quelques exemples. J'ai fait exprès de prendre sur la centrale. Bon, et pour vous montrer que dans les types et dans les modèles, ça peut varier de très fort. Vous voyez, type E, qui est une 2+2, qui sont encore, c'est une série 1, donc c'est encore pas mal, mais c'est plutôt des voitures pas trop recherchées. Bon, ça coûte 60 000 €. Si vous prenez une 1, celle-là, c'est un plancher plat, donc c'est celle qui est la plus recherchée. En cabriolet, ça coûte 225 000 €. Donc même dans la même type de voiture, on peut avoir des écarts très importants. Voilà. Pour l'anecdote, là, il y a une petite Aston Martin, si ça s'intéresse quelqu'un. J'en ai vu une cet été à 760 000 €, la voiture de James Bond. Donc, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Et l'état, bien sûr, est important aussi. Une Austin LA, qui est une très belle voiture. Bon, on en trouve à 40 000 en très mauvais état et à 80 000 ou 90 000 quand elles sont bien rénovées. Donc là aussi, celui qui est passionné de rénovation et qui bricole, bah, il peut faire une bonne affaire. Voilà, alors pourquoi moi, ce que j'aime bien, c'est le cabriolet, rouler au vent. Donc ça, c'est la voiture d'un de mes amis, avec qui je pars souvent, voilà, on la retrouve devant. Et donc rouler ensemble, bah, soit parce que là, on est deux couples avec qui on roule beaucoup, mais on se fait parfois des petites sorties avec d'autres personnes. Donc là, vous avez une belle collection d'anglaises, hein. Une Triumph TR3, une Type E, une MGA, une Triumph TR6, une LE100, et puis la mienne, et derrière une Bentley. Là. Il a pas osé se mettre au premier rang, mais bah, ça c'est un autre type de voiture ancienne. Il faut vous dire que quand on prend les petites routes dans les Flandres, il a un peu de mal à prendre les virages. Alors, il y a pas mal de clubs qui existent, par marque ou par localisation, et il y a aussi des rallyes qui sont organisés. Il y a des courses, il y a surtout beaucoup des rallyes qui sont des rallyes qu'on appelle sur roadbook, qui sont en fait des rallyes d'orientation
avec un roadbook qui dit tourne à droite, tournez à gauche, avec quelques repères, donc il y a quelques subtilités quand même. Et des fois il fait beau, des fois il fait moins beau. Bon, pour l'anecdote, ça fait 8 ans que j'ai ma voiture, j'ai capoté 2 fois, donc ce jour-là. Parce que moi, même quand il neige, je ne capote pas parce qu'une voiture, c'est pas fait pour être capotée, je trouve, mais on peut capoter. Et puis les voitures. Je te coupe, désolé Christophe. Ouais. Donc, il y avait quelques commentaires dans le chat, n'hésitez pas à prendre la parole, on est là pour ça aussi. Parce que moi, je suis pas le chat. Ouais, voilà. En parler, c'est plus simple. Mais oui, c'est un moment convivial. Christophe ne fait pas une conférence, donc vous pouvez échanger. Non, mais moi j'ai prévu 15 minutes, puis après, surtout, une bonne demi-heure pour discuter. Bon, bah parfait. Alors, effectivement, on fait des commentaires, mais j'ai mon fils à côté qui parle. Donc, ah oui. Mais je pensais que c'est plus pratique sur le chat, d'accord. Promis, je parlerai après. Ok, pas de souci. Et puis les voitures anciennes, ça permet aussi de les prêter aux copains ou aux enfants pour les mariages. Alors pourquoi donc moi j'ai un ami qui a donc une Austin LA et tous les ans on part une petite semaine en Angleterre, sauf quand il y a le Covid bien sûr. Et donc l'idée c'était aussi de vous montrer un peu ce qu'on voit là-bas. Alors évidemment quand on va en Angleterre, les Anglais aiment bien voir des voitures anglaises et à chaque fois qu'on s'arrête, il y a toujours quelqu'un qui approche. Ah, ma grand-mère avait la même, etc. Enfin, c'est assez drôle, c'est plutôt sympa. Alors, j'ai vu qu'il y en a qui viennent de Normandie, il y en a qui sont de Paris, les autres, je ne sais pas. Le Kent et le East and West Sussex, c'est le sud-est de l'Angleterre, forcément. Moi, j'habite Lille, donc c'est assez pratique. 3/4 d'heure de route pour Dunkerque, et puis on y est. Je sais que de Normandie, vous pouvez assez facilement rejoindre Portsmouth, je pense. Oui. C'est la raison pour laquelle nous, on va dans le sud de l'Angleterre. Comme vous le savez, pour ceux qui pratiquent, les voitures anciennes, c'est bien, c'est sympa, mais moi, quand j'ai fait 250 km dans la journée, j'en ai plein les oreilles et un peu plein les bottes. Hein. Et puis le but, c'est pas de faire la route. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ce qui me plaît. Je suis une fois descendu à Toulouse en 3 jours, hein, et c'est un peu fatigant. Mais c'est sympa, mais c'est fatigant. Donc c'est pour ça qu'on va assez près. Alors comment y aller? Bien sûr en ferry, parce que comme les îles Jenberkin, ça permet de. C'est vraiment des paysans. L'arrivée sur les côtes anglaises est assez jolie. Et puis comme ça, quand on sort, on a pu se préparer à rouler à gauche. Bon, et puis pourquoi l'Angleterre? Pour les paysages, pour les jardins et pour les pubs, bien sûr, parce que c'est important. Pour des paysages, ou quelques paysages qu'on a pu voir par là. Donc l'habitat, le Kent et le South Sussex, c'est la grande banlieue de Londres. Alors c'est loin de Londres, mais il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent à Londres ou qui travaillent pas toujours à Londres, mais régulièrement à Londres et qui habitent là, et c'est plutôt des zones cossues. Donc l'habitat s'en ressent, et moi je trouve qu'il y a de très belles maisons là-bas, et des propriétés dans lesquelles on ne peut pas forcément rentrer, mais c'est très joli. Et puis les jardins, bon, moi je suis pas un jardinier au départ, mais ça m'a rendu assez amoureux des jardins. Donc le jardin à l'anglaise, bien sûr. Donc plutôt des vivaces, très fleuris, très chargés et très soignés. Bon, quelques exemples. Alors là, on peut aussi trouver des arboretums, et c'est assez sympa. Et puis parfois, il y a des associations de jardins et de maisons. Alors, ce que j'aime bien là-bas aussi, c'est qu'on trouve des idées. Des allées en herbe, ce qu'on voit peu en France. En fait. Bon, les bordures, moi, ça me fascine toujours. Donc, cet après-midi, je faisais les miennes, là, mais je ne fais pas encore si bien. Des treillis en noisetier pour servir de tuteur. Ils ont un art de trouver les petits trucs qui sont sympas. Ouais, les pyramides pour tenir des rosiers. Alors à droite, ça c'est marrant, c'est une serre qui est semi-enterrée. Donc là où vous voyez les pots, en fait, c'est au niveau du sol. Et donc toute l'allée, elle est enterrée, ce qui permet en fait d'avoir une structure de serre qui est normale,
mais de garder l'humidité de manière plus efficace. On a des massifs entourés de lierre, on n'y aurait pas forcément pensé au début. Et puis les pubs. Bon, les pubs, c'est une religion là-bas, et on est toujours assez bien accueillis dans les pubs. Et ce qu'on fait nous, c'est qu'on va dans ce qu'on appelle des inns, qui sont en fait des pubs qui ont quelques chambres d'hôtel. Et alors, au début, on basouillait un peu quand on cherchait nos hôtels, et on s'est retrouvé dans des trucs sordides, parce que l'hôtellerie en Angleterre, c'est soit vous êtes sur des grandes chaînes qui sont très très coûteuses, soit vous êtes dans des petits hôtels qui sont souvent pas terribles. Donc la solution de la inn, qui est par définition, enfin, c'est l'auberge française, quoi, mais à la campagne, mais souvent assez soignée, rattachée à un pub, donc il y a de l'ambiance, et c'est assez sympa. Celui-là en particulier est très sympa. Et puis quand on ne trouve pas de pub, eh ben, on boit un coup et on part toujours avec nos bouteilles, parce que c'est quand même plus sûr. Alors quelques conseils éventuellement si vous allez là-bas. Alors le décalage c'est 1 heure, donc l'avantage c'est que si vous partez avec le tunnel, bah, quand on part, on arrive une demi-heure avant d'être parti. Le ferry, c'est 1h30 de Calais, 2 heures de Dunkerque. Alors, je ne sais pas, quand on part de Normandie, je crois que c'est de nuit, si je ne me trompe pas. Alors, les cartes, quand vous prenez les cartes Michelin, elles sont au 400 millième, même si c'est un quart de l'Angleterre, donc c'est pas terrible. Donc, la meilleure solution, c'est d'acheter un book, le book de cartes avec un truc spiralé, là, soit au ferry, soit une station-service, et là, on trouve du 100 millième, ce qui est pas mal. Alors, des guides, il n'y a pas beaucoup de guides. Sur le Michelin, il n'y aura pas grand-chose d'intéressant sur les jardins. Alors, il y a un guide du Kent, c'est celui que j'ai mis à droite, là. Donc, peut-être qu'il y a eu d'autres émissions depuis. Il est assez bien fait, donc ça vaut la peine. Et puis, sinon, il faut aller sur les sites Internet et regarder le site du National Trust, qui est en fait je ne sais pas ce que c'est, mais c'est l'organisation qui gère le patrimoine et sur lequel il y a pas mal d'infos. Quand vous allez sur les sites, généralement, comme en France, il y a beaucoup de petits flyers sur les autres sites, donc c'est aussi un bon moyen de sauter de l'un à l'autre. Pour dormir, les inns, j'en ai parlé. Et privilégier le Sud-Kent et le Sussex. Le Nord-Kent, à part Canterbury, c'est pas terrible. Il y a la mer, donc on se dit que c'est beau, mais en fait, moi, j'ai pas trouvé ça génial. Par contre, la mer vers la Manche dans le Sussex, il y a des endroits qui sont assez sympas. Alors, les incontournables, selon moi, au niveau des jardins, vous avez une liste. Bon, je vous la partagerai après. Vous pouvez la récupérer. Bon, les jardins sont toujours bien tenus. C'est très souvent payant, mais c'est pas excessif. Les gens, souvent, ils aiment ce qu'ils font, donc c'est intéressant de parler avec eux et de partager. Donc, un coup de cœur particulier pour Pachley Manor, qui est un endroit extraordinaire. Avec un salon de thé, c'est la photo que je vous ai montrée où il y a des glycines sur la maison. C'est plutôt sympa. Alors, on a surtout nous fait le Kent et le East Sussex, parce que le West Sussex, c'est plus loin. Mais au nord de Chichester, il y a Westdean, qui est vraiment joli. Moins fleuri, mais le site est assez magnifique. Il y a quelques villages qui nous ont frappés aussi. Easdene, qui est du côté de... J'ai un trou, mais ça c'est sur la côte à l'ouest de Battle. Shilham, qui est, paraît-il, le plus beau village du sud-est de l'Angleterre. Vous entendez sûrement parler de Rye, qui est aussi du côté de Battle et de Manoir où j'ai un trou là. J'ai trouvé ça un peu surfait, mais c'est assez joli quand même. Et puis Battle, qui est l'endroit où est arrivé Guillaume le Conquérant, donc il y a une histoire aussi pour nous qui se passe là-bas, surtout pour le Normand. Là. Bon, les monuments, château de Leeds, très beau. Moi, je l'ai pas vu. Honnêtement, je l'ai pas vu, mais c'est les amis qui l'ont vu et c'est assez joli. La cathédrale de Canterbury, bon, c'est payant. Et un truc qui ai trouvé très intéressant, c'est le Hewlett Wild Animal Park, qui est près de Canterbury. C'est un parc animalier, mais super bien fait.
et qui est tenu par un gars qui a aussi un parc, il doit avoir 2-3 parcs dans le monde, dont un en Afrique du Sud, donc il est vraiment tourné vers les animaux sauvages. Et c'est, alors en Europe ou dans le monde, mais en tout cas en Europe, la plus grosse collection de gorilles. Et on a passé une demi-heure à regarder les gorilles, c'est absolument fantastique. À faire, ça vaut la peine. Voilà, bon bah, oui, c'était pas long, mais c'était l'occasion d'introduire et puis d'ouvrir le sujet. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, tout le monde a quasiment déjà une voiture, là. Il y a Pierre-Alain qui disait dans le chat qu'il est dans le train, donc c'est compliqué pour parler, mais il a une TR6 de 1970 qui dort aussi dans son garage. Pourquoi elle dort? Alors, parfois elle sort aussi. Parfois elle sort. Mais elle côtoie un garage avec. Je suis un peu passionné de voitures avec mon père et on a 4 voitures qui sont toutes dans des styles différents. Pardon. Donc il y a la CR6 que j'évoquais. J'ai la chance d'avoir conservé l'étoile 6, la ronde, une P60 de mes grands-parents, une voiture du peuple, voiture populaire. Ouais. C'est une première main, elle a un peu moins de 60 000 km. Et puis après, dans 2 autres styles un peu plus sportifs, il y a la 996 que j'évoquais tout à l'heure, qui fait 320 chevaux, donc rapport prix, puissance, plaisir, c'est imbattable. Et récemment, j'ai fait l'acquisition d'un Z4M de 2006. Pardon, à quoi? Un Z4M BMW. Ah, ok. Qui, là encore, est un modèle un peu d'exception et ça a été produit quand on lit un peu plus de 1300 exemplaires en conduite à gauche sur le continent européen et qui est équipé du moteur de la M3, donc c'est un moteur qui fait 340 chevaux. Ah oui, donc tu cherches les chevaux, toi? Non, bah non, pour le coup, parce qu'avec la P60, c'est pas le cas non plus. C'est pas trop le cas, mais voilà. 4 voitures un peu différentes. Ouais, ça devient la collection. Et d'autres? Alors moi, j'en ai plusieurs aussi qui sont de styles assez différents. J'ai une Morgane plus 4 qui est récente, qui est de 2009. J'ai la version américaine de la Triumph TR5 qu'on appelle la TR250. La TR5 étant à injection, la TR250 étant équipée du même moteur mais avec 2 carburateurs. Et après, qui dorment dans des garages, j'ai une Opel GT qui est de 68 comme ma Triumph et une Méhari qui est de 84. Donc c'est des choses assez différentes. Et donc tu roules surtout en Triumph, j'imagine? Alors je roule surtout avec la Morgane et avec la Triumph. Voilà. Et on fait partie de clubs. Aussi bien de clubs monomarques, Triumph, Morgane, que de clubs multimarques, avec lesquels on fait comme toi des sorties, des balades. On a eu l'occasion de faire plusieurs voyages en Angleterre, dans différents coins de l'Angleterre. Et c'est toujours un régal de visiter l'Angleterre. Et si jamais vous avez l'occasion, il y a une région que je trouve magnifique, qui sont les Cotswolds. C'est la région qui est à l'ouest d'Oxford, en allant vers le pays de Galles. Il y a des villages vraiment extraordinaires. Et on se retrouve dans l'ambiance, je ne sais pas si vous connaissez Jane Austen, qui est un auteur du début du 19e, qui a sa maison dans cette région. Et voilà, c'est une région qui est absolument superbe. Mais qui est un peu plus loin pour les nordistes. Pour les Parisiens comme moi, ce n'est pas très compliqué, parce qu'on prend le ferry à Ouistreham, on descend, on arrive à Portsmouth, et puis après on file vers le nord, c'est pas très loin. Ah oui, de Portsmouth, tu es beaucoup plus vite? Oui, de Portsmouth. Enfin, Portsmouth, il y a un autre intérêt. Alors, je partage avec toi l'intérêt du ferry. Et Portsmouth a l'avantage d'avoir un ferry de nuit. Donc, on part à 23h30 de Caen. Enfin, Ouistreham, c'est à côté de Caen. On passe la nuit, on arrive à 6h30 à Portsmouth. Le ferry s'est traîné parce qu'il faut évidemment pas 7 heures pour traverser la Manche, mais c'est sympa. Voilà. Et il nous est arrivé plusieurs fois de nous retrouver dans le ferry avec des tas de gens en voiture de collection qui allaient à un événement que certains d'entre vous connaissent à côté de Portsmouth, qui s'appelle Goodwood, qui est un peu la Mecque des collectionneurs de voitures, des voitures de sport et des voitures
de collection. Et c'est un Avec des vrai coffres. régal de se retrouver dans le ferry avec des dizaines de MG, Austin Hillet, Jaguar, Bugatti et autres. Et tu es déjà allé à Goodwood? À Goodwood, oui, on est allé plusieurs fois. Ouais. Il faut s'y prendre très longtemps à l'avance, surtout si on veut loger sur place, parce qu'il y a énormément de monde et les hôtels, c'est compliqué et c'est assez cher si on ne s'y prend pas suffisamment tôt. Mais c'est un endroit qui est extraordinaire puisque c'est un domaine qui abrite l'usine Rolls-Royce et un circuit de Formule 1 qui a été utilisé jusque dans les années 60, qui est lui-même construit autour d'une ancienne base aérienne de la RAF. C'est fait que dans les meetings, on va trouver à la fois des avions, enfin ce qu'on appelle des Warbirds. Donc pour les amateurs d'avions, on va trouver des Hurricane, des Spitfire, des choses comme ça. Des collections de voitures anciennes qui tournent avec des somptuosités comme la voiture de Nick Mason dont tu as parlé tout à l'heure, qu'on a déjà vue sur place. Et la plupart des gens qui vont là s'habillent. Ouais, Années 40, 50, 60. Donc, on se retrouve en dehors du temps avec des Anglais qui jouent énormément le jeu. Les Français essayent de le jouer, parfois un peu plus maladroitement, mais c'est sympa. Et de mémoire, Goodwood, c'est complètement privé. Et le gars a aussi, à côté de ça, un circuit de course de course de chevaux. Tout à fait. Et le Goodwood House est assez joli. Voilà, tout à fait. Alors, tu parlais des problèmes de voiture, là, moi, j'ai rencontré des amis qui, eux, descendent dans le sud en voiture, avec des voitures anciennes. Et en fait, ils louent un camion sur lequel ils mettent 6 voitures. Et a priori, c'est pas si cher que ça. Non. Et donc, c'est peut-être une piste aussi à explorer pour. Oui, ça se fait effectivement. On a des amis qui sont partis au Portugal comme ça. Ils ont loué un camion, ils ont descendu les voitures à Lisbonne. Il faut s'y prendre à l'avance, mais c'est faisable. Ouais. C'est pas hors de prix. Ouais. Emmanuel, je vais prendre la parole. Bonjour à tous. Tout le monde m'entend? Ah oui. Oui, oui. Ouais, c'est bon. Ouais, je ne vais pas être très original, mais en tout cas, Christophe, grand merci pour ta présentation parce qu'elle est très claire et très limpide, y compris sur les explications, avec une capacité de vulgarisation rapide de nos patients. Donc c'est top de top. Alors moi, en fait, mon histoire, c'est que je suis passionné de Porsche depuis tout petit. Alors d'abord parce qu'à l'époque, Ferrari traversait plutôt une mauvaise passe en termes de fiabilité, de performance et de finition. Et les japonaises comme la NSX battaient facilement les Ferrari. Donc quand j'étais enfant et ado, la référence c'était Porsche. Donc, et puis les autres marques étaient surtout sur des supercars comme Lamborghini avec la Diablo ou Aston Martin avec les Vantage, et donc du coup un peu inaccessibles. Et Porsche était un peu la référence, donc je suis devenu amoureux de Porsche. Et je m'étais dit qu'avant mes 35 ans, j'achèterais une Porsche. Et puis j'ai eu quelques soucis dans la vie qui font que ça a été avant mes 40 ans. Et un projet que j'avais mûri avec un ami qui, au dernier moment, m'a lâché. 6 mois ou 3 mois avant l'achat, m'a lâché. Donc du coup, j'ai fini par me décider d'acheter seul et de parcourir ma passion. Et donc, tu l'as très bien expliqué parce que aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de la partager avec d'autres personnes que soi-même en termes de passion. Et donc, du coup, je fais partie aussi d'un club. Et donc, je fais tout ce que vous avez tous les deux cité, Philippe et Christophe, des rallyes touristiques, des rencontres, enfin des visites de châteaux, des visites de musées, des visites gastronomiques, des visites d'industrie, du circuit, des pique-niques, etc., etc. Et le principe, c'est qu'à chaque fois, quelqu'un du club qui connaît une région va organiser une sortie pour la faire partager avec l'ensemble des membres. Alors la sortie, généralement, est limitée à 10 ou 20 membres maxi, parce qu'il y a une capacité hôtelière. Et puis, du coup, il partage le plaisir à la fois de faire partager cette région qu'il connaît, les coins qu'il connaît, les jardins, c'était les jardins tout à l'heure, donc les jardins ou les monuments ou les visites ou
ou les faits remarquables, et donc tout en se baladant avec nos voitures, et donc dans une partie roadbook, puisqu'entre les liaisons, il y a du roadbook, qui est à chaque fois une manière de pouvoir pratiquer des petites routes sympathiques pour pouvoir rouler, et en même temps un énorme respect de l'ensemble des usagers de la route, que ce soit les piétons, les vélos, etc., pour que notre passion puisse continuer à durer un certain temps, et que par rapport à notre pays qui est plutôt autophobe, hein, tout à l'heure Philippe, tu as cité le fait que les Anglais jouaient le jeu. Effectivement, on a un pays qui comporte un grand nombre de passionnés, mais avec beaucoup de vent contraire. Et donc, du coup, notre but, par exemple, dans les villages, on roule très, très doucement, et pour pouvoir vraiment montrer qu'on a le respect des autres usagers. Et puis, forcément, énormément de sympathie, parce qu'en fait, les gens sont extrêmement collectifs, extrêmement enthousiastes quand ils voient passer un cortège de voitures. Voilà, et donc du coup, ma marque, c'est Porsche. Moi, je suis amoureux de Porsche depuis des années et des années. Et comme vous, je vais à des tas d'événements. Donc, par rapport aux anciennes, il y a Art Élégance de Chantilly, qui a été créé il y a quelques années pour concurrencer un peu Pebble Beach, concours d'élégance de Pebble Beach en Californie, et puis la Villa d'Est en Italie, donc qui est un événement assez magnifique. Il y a aussi plein de rallyes de voitures anciennes en France, hein, il y en a dans à peu près toutes les grandes villes. Moi, j'en fais notamment sur Chantilly, par exemple, mais pas que. Et puis voilà, donc au niveau des voitures, donc moi j'ai des récentes plutôt, hein, mais j'adore les anciennes. Mais tout à l'heure, tu as très bien décrit, Christophe, la problématique des anciennes, parce qu'il y a les anciennes qui valent plus cher que les neuves, etc. Et puis il y a aussi, je cherche son nom, je crois que c'est Alain qui nous expliquait que la 996 avait été un peu mal aimée. Donc effectivement, les cotes sont très, très disparates par rapport à ça. Donc, mais moi, j'aime toutes les voitures. Moi, j'ai un cousin qui collectionne les 2 chevaux. Enfin, j'ai un autre qui collectionne les Jeep Wrangler. Voilà, j'aime vraiment l'ensemble de l'automobile. Et donc, moi, j'ai 2 Porsche 991. Donc, en 991, pour les gens, pour situer la date, c'est des Porsche qui ont été construites entre 2011 et 2019. C'est la 8e génération. Et effectivement, celle que tu vois en photo, c'était la classe G, qui était la 2e génération, qui a commencé en 73 et qui a fini en 89. Voilà, j'ai arrêté de parler parce que je parle beaucoup, mais en tout cas, un grand merci pour ta présentation qui est très claire. Alors du coup, j'avais une question à te poser. J'ai jamais osé aller en Angleterre avec ma voiture, parce que j'ai très très peur d'avoir des mauvais réflexes de conduite à droite, et notamment dans les ronds-points. Et on te sentait déstressé sur le sujet. Ton micro est coupé, Christophe. Ouais, ton micro est coupé, Christophe. Et tu réactives. Oui, ça va aller mieux comme ça. Bon, quand j'ai commencé à aller là-bas, j'allais déjà en Angleterre parce que j'y allais professionnellement avec ma voiture normale. Alors, honnêtement, c'est pas vraiment pas difficile. Le seul problème, c'est le matin, quand tu repars, il faut s'en rappeler. Mais une fois que tu es dedans, une fois que tu es parti, ça va, quoi. Alors, sur les ronds-points, oui, il faut prendre le coup. Et moi, ça m'a pas traumatisé. Honnêtement, non. Ce qui est on prend très peu les autoroutes là-bas parce que c'est vraiment pénible. Il y a beaucoup de camions sur les autoroutes. Les gens roulent très vite en Angleterre. Enfin, très vite ou très lentement. Enfin, ça dépend des moments. Et bon, quand tu es sur la voie de droite et qu'il faut te rabattre à gauche, au tranger, avec les gens qui tournent dans tous les sens, et les camions, etc., c'est pas très rassurant quand tu es dans une petite voiture cabriolet, quoi. Mais moi, ça m'a pas gêné. Alors, on prend plutôt des petites routes. Je sais pas, toi, Philippe, mais non, honnêtement, pour moi, c'est pas un problème. Bon, maintenant, Oui, c'est bonne chance. Il faut que tu ailles en Allemagne. Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment pas un problème de rouler en Angleterre avec sa voiture ancienne, hein. Il faut effectivement se souvenir le matin qu'il faut partir du bon côté. Les ronds-points, c'est pas un problème. Une fois qu'on en a le premier, on fait un peu attention, et puis au bout de quelques-uns, il y en a tellement, c'est plus un problème. Mais il faut surtout pas hésiter à se promener en Angleterre avec une voiture ancienne. Ça décuple le plaisir.
Et puis, comme tu disais, Philippe, les Anglais, ils aiment ça, quoi. Les Anglais aiment les bagnoles, ça, c'est sûr. Les Anglais, ils aiment ça. C'est sûr. Moi qui roule en cabriolet, j'ai jamais vu autant de cabriolets qu'en Angleterre. On sait bien, les cabriolets, il y en a dans les pays où il fait pas beau. Donc, Ouais, ça, et en c'est- plus, alors là, ça doit faire, on est allé 7 ou 8 fois là-bas. Il y a une année, on a eu de la pluie. Sinon, on va toujours à l'Ascension. On a toujours eu un bol phénoménal. Et il y a des années, on a cramé, quoi. Il fait assez beau là-bas. Oui, et puis même la pluie, c'est pas un problème, puisque quand il suffit de rouler un tout petit peu suffisamment vite, la pluie passe au-dessus, donc c'est pas un problème. Et puis un cabriolet, c'est fait pour rouler Sauf quand on décapoté. s'arrête. Oui, c'est chaud quand on s'arrête, mais dans ce cas-là, nous, ce qu'on fait régulièrement, on a un parapluie qui est pas loin, et Ouais. quand on s'arrête au feu, on ouvre le parapluie. Ça amuse les gens, mais c'est très pratique. c'est pas mal, ça. Et puis en plus, le copain, il a une Austin LA, mais c'est pas une 3000, c'est le d'avant. Une Donc 26, là, oui. c'est pas une capote, c'est comme une tente, il faut déplier une espèce de Ouais. tubulure qu'on enfile sur la voiture avec une petite bâche au-dessus, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Enfin, lui, il est mouillé. Est-ce que vous avez tous les deux un minimum d'outils et de pièces de rechange dans votre coffre quand vous partez comme ça en Angleterre pour éviter les mauvaises surprises? Alors personnellement, je suis pas très bricoleur, donc je compte plutôt sur les copains. Mais j'ai vraiment un minimum. Enfin, vraiment un minimum, quoi. J'ai tournevis, quelques bricoles, quoi. Enfin, mais, de façon à pouvoir faire des choses très très simples, parce que je suis pas du tout spécialiste. Bon, nous, on a quelques outils, on est plutôt tous les deux bricoleurs. C'est le copain avec qui je bricolais déjà à 15 ans sur des mobylettes, donc on a l'habitude. On n'a pas eu trop d'ennuis. Donc moi, j'ai l'outillage de base et du fil de fer, parce que ça, c'est utile. On a eu que quelques problèmes de durite, de batterie, et on a retrouvé une batterie Austin LA, absolument incroyable. Et par contre, moi, je me suis fait installer un allumage électronique, ce qui n'est pas puriste, mais ce qui est redoutablement efficace. Avant, si je roulais pas pendant 3 semaines, un mois, j'avais un mal fou à redémarrer. Maintenant, avec un allumage électronique, je n'ai plus aucun problème. Et elle démarre. Honnêtement, je pense que c'est une entorse au règlement qui vaut la peine. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres. Mais... Alors moi, je n'ai pas d'allumage électronique sur la Triumph. Par contre, je l'ai fait équiper, enfin mes voitures, elles ont toutes un coupe-batterie, ce qui fait que quand elles ne roulent pas pendant quelques semaines ou jours, enfin plutôt jours, la batterie ne se charge pas. Et j'ai acheté c'est pas un chargeur, enfin c'est une espèce de batterie portative qu'on recharge chez soi sur une prise toute simple. Et ça, c'est un booster en fait de batterie. Et ça, c'est nickel parce que si quelquefois elle a un peu de mal à démarrer, avec ça, il n'y a pas de problème. Je vous pose la question parce qu'en fait, mon épouse m'a poussé à permettre d'assouvir cette passion, ou en tout cas de franchir le pas. Et par contre, il ne s'agissait pas de lui faire le coup de la panne. Et comme on a eu la voiture en même temps que notre fille, puisque notre fille avait 3 mois quand on a eu la voiture, en fait, avec un enfant en bas âge, puis 2 enfants en bas âge, là, il n'était plus du tout question de coup de la panne, puisque la 911, il y a 4 places, hein, donc il y a 2 petits sièges à l'arrière, donc du coup, on voyage avec l'enfant. Et c'est cette raison-là qui a fait que je suis parti plutôt sur les modernes. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, mon épouse, elle commence à regarder les anciennes. Et là, on pourra passer un cap ensuite sur des anciennes et tomber en panne sans qu'elle fustige, parce qu'elle a pris plaisir de ce type d'événement, ce type de parcours, ce type de voyage, ce type de plaisir avec les modernes. Et elle acceptera plus facilement de tomber en panne, d'avoir un problème, d'avoir un imprévu dans le futur avec des anciennes. Donc, je pense qu'il
En tout cas, en plus, quand on est jeune parent, premier enfant, on ne sait pas trop comment se débrouiller. Donc, si on tombe en panne au bord de la route avec un enfant en bas âge, c'est un peu la panique. Donc, voilà. Donc, pour l'anecdote, un de nos deux enfants, donc en l'occurrence mon fils, a été changé dans le coffre de la voiture, donc qui se situe à l'avant, sur le bord de la route parce qu'il n'y avait plus de place dans les aires d'autoroute. Donc, ça a amusé énormément de gens. Forcément, c'est assez marrant comme situation de voir quelqu'un qui ouvre l'avant. Donc, en fait, les gens pensent que c'est le moteur et voient un bébé en train d'être changé, quoi. Alors, Enfin, avec les petits-enfants, alors j'ai une petite anecdote avec cette voiture-là, qui est en modèle réduit, mais qui est la Opel GT. Et en fait, c'est une stricte 2 places. Il y a juste un petit espace entre le dossier des sièges et le coffre qui est accessible uniquement par l'intérieur parce que ça ne s'ouvre pas par l'extérieur. Et je l'ai depuis 36 ans, cette voiture. Et quand ma fille aînée était toute petite, je la conduisais chez la nounou avec le couffin coincé derrière les sièges. Ça rentrait pile. Excellent. Et donc, elle a fait le temps où elle allait chez la nounou, quand elle était toute petite, eh bien, elle a fait ça en Opel GT. Donc, voilà. Pas mal. Voilà. Bravo. Et ça se fait très bien. Et elle tombait pas trop en panne. La fiabilité aussi, il faut reconnaître que les voitures des années 60, ou en tout cas les anglaises, la mécanique, ça relève du tracteur agricole. Hein, donc, c'est quand même hyper simple. Donc, s'il y a de l'essence qui arrive et s'il y a un allumage qui est bon, il ne peut rien se passer. C'est l'avantage, quand même. Mais ça relève du tracteur agricole au sens propre du terme, parce que les moteurs des Triumph TR3 et TR4, on les trouvait également sur les tracteurs Ferguson. Il y a des tracteurs Porsche. Hein. Il y a aussi des tracteurs Porsche. Et Eric, tu nous disais que tu voulais franchir le pas, c'est ça que j'ai compris au début de la conversation? Oui, donc je regardais un petit peu, oui. J'ai participé là, à une vente aux enchères là, au Touquet il y a 2 semaines. Maintenant, comment vous faites? C'est du particulier à particulier, vente aux enchères. Il y a des détaillants aussi. Moi, je l'avais acheté en Hollande. Parce que bon, je cherchais une MGB, parce que je cherchais un cabriolet, et je cherchais une voiture simple et qui soit relativement agréable à conduire. J'avais essayé la Spitfire et la TR6. Alors, je ne sais plus qu'il y a une TR6. J'avais trouvé ça quand même assez lourd. Et puis la Spitfire, c'est assez tape-cul quand même. Tandis que la MGB est quand même une voiture assez confortable. C'est un atout pour moi. Donc à l'époque, en 2012, tu passais la frontière de France à Belgique, c'était à peu près -10, et tu passais de Belgique à Hollande, c'était encore -10. Notamment parce qu'il y a beaucoup de voitures de cette époque-là qui sont des voitures en fait américaines, réimportées en Europe. L'avantage pour les Anglaises, c'est qu'elles ont la conduite à droite. L'inconvénient souvent, c'est qu'elles ont des systèmes anti-pollution qui leur font perdre beaucoup de chevaux, mais qui souvent sont démontés, donc il y a moins de problèmes. Donc moi, je l'avais acheté chez un gars qui s'appelle E&R Classic, qui à l'époque était un petit gars qui avait 20 voitures dans son garage. Maintenant, c'est devenu un monstre, il vend 100 voitures par semaine ou par mois, enfin c'est un truc énorme. Et ses prix maintenant sont devenus très très chers. Par contre, ça vaut la peine d'aller voir son site, et je vous recommande. C'est dans le sud de la Hollande, donc c'est pas très très loin de Paris, ça doit faire peut-être 4 heures de route, quelque chose comme ça. Et c'est un musée, quoi. Vous allez là-bas, vous avez 5 petits peu alignés, 10 MG, enfin, c'est incroyable, quoi. Et l'entrée est gratuite, puisque c'est un vendeur. Donc ça, c'est assez sympa. Et il a un site qui est bien fait, où il met ses voitures très embellies, mais parce qu'il a trouvé un truc qui fait des belles photos. Mais c'est un gars assez sérieux. Donc moi, je l'ai acheté en Hollande. Il y a il y a d'autres vendeurs en Hollande qui vendent de très belles voitures. En Belgique, il y en a quelques-uns aussi. Alors moi, j'habite à Lille, donc forcément, on est plus tourné par là. Et en Belgique, notamment, un truc qui s'appelle, je sais plus quoi, Farm, Classic Farm, un truc comme ça, qui est un très très gros dépôt-vente de voitures. Il y en a vraiment beaucoup.
Alors après, la question, effectivement, je ne suis pas sûr que la vente aux enchères aujourd'hui soit encore un bon filon. Voilà, donc mon expérience à moi en tout cas. En fait, Dans la vente aux enchères, en général, c'est en bas de la côte et il faut rajouter 18%, quoi. Ouais, toujours, en fait, tu as plusieurs solutions. Je pense que pour un primo-accédant, quand on est primo-accédant, on s'y connaît un petit peu moins et donc il faut un peu plus de sécurité, je pense. Et là, tu as plusieurs sources. Alors, la première qu'a cité Christophe, c'est effectivement des revendeurs qui ont pignon sur rue, qui sont connus, reconnus, qui veulent garantir leur réputation. Donc, les prix seront un peu plus chers, mais tu auras la sécurité par rapport à ça. La deuxième source, c'est les gens des clubs, où en fait, les gens des clubs sont des passionnés. Donc, généralement, ils veulent surtout vendre à des passionnés et vendre une voiture pour laquelle ils ne pourront pas leur reprocher quelque chose parce qu'ils tiennent à leur réputation, à la réputation de leur club. La troisième chose, c'est les particuliers où quand tu vas voir les annonces et que tu vas rencontrer la personne, tu vas sentir au bout de 5 minutes si c'est qu'un arnaqueur ou quelqu'un qui est vraiment passionné. Et si c'est quelqu'un qui est vraiment passionné, tu pourras lui acheter la voiture les yeux fermés. Lui, il va plutôt chercher à savoir si toi, tu mérites, entre guillemets, qu'il te vende la voiture et qu'elle se rende de bonnes mains en mains de passionnés. Et puis après, le quatrième sujet, c'est les ventes aux enchères, mais pas forcément celles qui sont pour des saisies, mais celles qui sont des collections privées dont les personnes sont assez âgées, dont ils doivent malheureusement se séparer parce que leurs enfants ne sont pas passionnés ou parce que tout d'un coup, ils ont décidé d'en faire profiter d'autres gens. Et donc ça peut être intéressant parce que c'est des passionnés. Généralement, les voitures sont en très bon état. Mais par contre, une fois que j'ai dit tout ça, j'éviterai les petites annonces ou des choses qui n'ont pas pignon sur rue, en tout cas pour un premier achat, pour un primo-accédant. Après, une fois que tu connais bien la marque, tu connais bien la mécanique, etc., quelle que soit la marque que tu veux, tu peux te pointer et regarder la voiture, tu vas un peu la reconnaître et savoir tester ses dessous. Mais pour une première fois, il faut plus jouer un peu de sécurité. Donc la sécurité parfois coûte un peu plus cher, sauf si on trouve le passionné et qu'on a un bon filon avec lui. Mais en tout cas, voilà les 4 pistes que je pourrais moi te conseiller. Merci. Et Eric demandait aussi tout à l'heure dans le chat si Christophe, tu pourras transmettre la présentation que tu as faite. Ah oui, je suis intéressé également. Oui. À ce moment-là, le plus simple, si ça vous ennuie pas, mettez-moi un mail et je vous le renverrai. Donc, mon mail, c'est CHDupont, tout collé. Mais sinon, j'enverrai un mail à tout le monde si tu veux, Christophe. Oui, Manon, oui, tu peux l'envoyer à tout le monde. Ouais, le plus simple, c'est christophe.dupont@hei.fr, ça tout le monde va retenir. Mais sinon, tu me l'envoies à moi, je vous la transférerai à tous. Okay, comme ça marche. Parfait, merci. Ça sera plus simple pour tout le monde. En plus, je vois qu'il est déjà bientôt 20h, donc on va terminer. Je ne sais pas si vous avez juste une petite dernière question, histoire de clôturer. Et puis... Ah oui, simplement, où sont les uns et les autres Emmanuel, c'est toi qui es en Normandie, c'est ça? Oui, alors je suis en Normandie, je suis à Valognes, qui est entre Bayeux et Cherbourg, et j'ai cru comprendre que Philippe a été à Ouistreham, donc c'est juste à côté de Caen. Alors moi, non, je prends le bateau à Ouistreham. Alors je connais Valognes, mais je suis à côté de Saint-Germain-en-Laye, donc en région parisienne. Ah d'accord, ok, j'avais mal compris. Ouais. Toi, Eric? Les autres, Eric, Tito, Paul, Pierre-Alain. Eric Otouquet. Ah, Otouquet, pardon. Oui. Et Paul et Pierre-Alain? Moi, je suis en région parisienne, pareil, dans l'ouest. Où ça? À Garches. À Garches, oui, c'est pas très loin. Pas loin. Ouais. Il reste Pierre-Alain qui nous rejoint avec la vidéo à la dernière minute, juste avant de partir, c'est vrai. T'es pas obligé de mettre la main sur une vidéo. Hein. Je suis un peu encore en déplacement, donc je suis encore un peu obligé. Merci. Non, on avait compris. Et moi, la question, c'était d'où est-ce qu'on était originaire, c'est ça? Enfin, d'où est-ce qu'on est? C'est ça. Je suis en région lyonnaise. D'accord. Je suis en région lyonnaise, oui, voilà. Ok. Et du coup, il est resté Tito. Du coup, si tu es encore étudiant, tu es sur l'île ou... Ouais, je suis sur l'île. Normalement, je suis dans les alentours d'Amiens, à Hérissart. Ok. Donc voilà. Ok, ça va. Très bien.
Ah oui, Paul, je ne sais pas s'il il nous entend. Ok, bah, j'envoie la presse à Manon, qui je pense mettra à tout le monde à ce moment-là. Ok, très bien. Ok, Je vous remercie à tous pour votre participation. Merci beaucoup, Christophe, pour ta présentation. Tout le monde a été content, je pense. Et, Absolument. Bravo. Bravo, si Christophe. vous avez des questions, Merci envoyez un beaucoup. mail à C'est Christophe. juste une dernière question, Eric. Tu veux acquérir quelle marque? Parce que tu nous as dit une voiture ancienne, mais tu n'as pas dit quelle marque. Plutôt Porsche. Ah, plutôt Porsche, d'accord, ok. Ben alors, si c'est plutôt Porsche, tu peux effectivement me contacter en message privé à travers les adresses qu'on va échanger avec Manon, parce que j'ai une connaissance assez approfondie de la marque, parce que je suis passionné depuis que j'ai 15 ans. Donc voilà. Ça marche. Ça Ce vous sera avec Comme je plaisir. Comme je te comprends, Eric, c'est des voitures vraiment plaisir. La 996 me donne beaucoup de plaisir. Voilà. En tout Ouais. cas, voilà, un grand merci à Christophe, parce que c'était vraiment ultra passionnant et très clair, et ça donnait envie d'aller en Angleterre. Eh ben, allez-y. Parfait. Vous vous trouverez tous là-bas. À bientôt. Merci, Allez, au revoir. Merci à tous. Bonne soirée à tout le monde. tous. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée.